Le Japon. Un pays connu pour sa discipline, ses traditions et son profond respect de l'honneur. Mais derrière les néons, les temples silencieux et la politesse apparente, se cache un autre Japon. Un Japon de l'ombre. Un monde régi non pas par les samouraïs ou les empereurs, mais par des hommes en costume, couverts de tatouages, liés par le sang et le silence. On les appelle les Yakuza. Depuis des siècles, ces hommes contrôlent une partie du Japon souterrain. Les jeux d'argent, la drogue, la prostitution, le chantage, et parfois même la politique. Ils opèrent à visage découvert, souvent avec une étrange forme de légitimité. Certains les voient comme de simples criminels, d'autres comme un mal nécessaire, maintenant l'ordre dans le chaos. Mais qui sont-ils vraiment? D'où viennent-ils? Et comment sont-ils devenus l'une des organisations criminelles les plus puissantes du monde? Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Pour comprendre les Yakuza, il faut remonter loin, très loin, jusqu'au XVIIe siècle, à l'époque Edo. Une époque où les samouraïs arpentaient encore les rues, mais où la paix avait rendu leurs épées inutiles. Beaucoup d'entre eux, privés de maîtres et de but, devinrent des ronins, des samouraïs sans seigneur. Certains de ces ronins se tournèrent vers la protection, les jeux ou les marchés noirs pour survivre. D'autres dérivèrent vers les bas-fonds d'Edo, la ville qu'on appelle aujourd'hui Tokyo. C'est là que tout a commencé. Les premiers Yakuza n'étaient pas des trafiquants ni des assassins. C'étaient des joueurs de rue, appelés Bakuto, et des colporteurs, nommés Tekiya, des marginaux, méprisés par la société. Mais peu à peu, ils s'organisèrent. Ils créèrent des codes, des rituels, une hiérarchie, à l'image des samouraïs qu'ils admiraient. Honneur, loyauté, obéissance. Ces valeurs allaient devenir la colonne vertébrale des Yakuza pour les siècles à venir. Au XIXe siècle, ils n'étaient plus de simples voyous. Ils étaient devenus bien plus structurés, des familles ou clans dirigés par de puissants chefs appelés Oyabun. Et chaque membre était un Kobun, un fils loyal envers son père. Le lien entre eux n'était pas symbolique, il était sacré. Ce lien allait rendre les Yakuza inarrêtables. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon est à genoux. Ses villes sont détruites, son économie effondrée, et des millions d'hommes cherchent à survivre dans un pays occupé. C'est dans ce chaos que les Yakuza vont renaître, plus puissants que jamais. Les clans s'emparent du marché noir, du troc, des trafics d'armes et de cigarettes. Ils offrent protection, nourriture, argent, là où l'État japonais est absent. Et peu à peu, ils se présentent comme les gardiens de l'ordre. Certains policiers ferment les yeux, d'autres collaborent discrètement. Dans les années 1950 et 1960, les Yakuza deviennent un véritable empire. Ils contrôlent les chantiers, les ports, les syndicats et infiltrent le monde politique. À cette époque, on estime leur nombre à plus de 180 000 membres à travers le pays. Ils ne se cachent plus. Certains affichent leur appartenance avec fierté. Costumes sombres, cravates, cheveux impeccables et un code d'honneur strict. Ils se voient comme les héritiers des samouraïs, des hommes de l'ombre, protégeant les faibles, punissant les traîtres, vivant selon la loyauté. Mais derrière cette image romantique, la réalité est bien plus sombre. Les Yakuza exploitent les jeux illégaux, les trafics, la prostitution et blanchissent des milliards de yens. Leur influence dépasse largement les frontières du Japon. À Tokyo, Osaka, Kobe, chaque grande ville a son clan, son territoire, ses règles. Et au sommet de cette pyramide, la Yamaguchi-gumi, fondée à Kobe, la plus grande organisation criminelle du Japon. Un véritable empire, avec des bureaux, des cartes de visite et même des cérémonies d'embauche officielles. À certains égards, c'est presque une entreprise. Dans les années 1970, leur image fascine autant qu'elle effraie. Les films de gangsters japonais, les Yakuza Eiga, les transforment en figures mythiques des hors-la-loi au grand cœur, guidés par l'honneur. Mais derrière le cinéma, la violence est bien réelle. Meurtres, règlements de comptes, enlèvements. Les guerres de clans ensanglantent les rues du Japon. Pourtant, malgré tout, les Yakuza restent visibles,
parfois même respectés. Ils participent aux festivals locaux, financent la reconstruction après des catastrophes naturelles et distribuent de l'argent dans les quartiers pauvres. Un mélange étrange de crime et de charité. Mais cette ère dorée ne durera pas. Les années 1990 marquent un tournant. Le Japon entre dans une période de crise économique. Les grandes fortunes s'effondrent, les entreprises ferment et la police, cette fois, décide de s'attaquer sérieusement aux Yakuza. En 1992, une loi historique est votée, la Boryokudan Taisakuro, littéralement loi contre les organisations violentes. Pour la première fois, appartenir à un clan Yakuza devient officiellement un délit. Leurs comptes bancaires sont gelés, leurs sociétés surveillées, leurs activités limitées. Du jour au lendemain, ces hommes autrefois intouchables deviennent des parias. Les banques refusent de leur prêter de l'argent, les propriétaires refusent de leur louer un logement. Même leurs familles sont rejetées par la société. Mais les Yakuza ne disparaissent pas pour autant. Ils s'adaptent. Certains clans se tournent vers la finance, les crypto-monnaies, le trafic international. D'autres plongent encore plus profondément dans l'ombre, abandonnant les costumes et les bureaux pour redevenir des fantômes. Pendant ce temps, le nombre de membres chute brutalement. Dans les années 1980, on comptait encore plus de 180 000 Yakuza. En 2020, ils ne sont plus que quelques dizaines de milliers, une fraction de ce qu'ils étaient. Leur puissance n'est plus la même, mais leur code, lui, reste intact. Loyauté, respect, silence. Des valeurs que beaucoup considèrent aujourd'hui comme dépassées, mais que les anciens continuent de défendre jusqu'à la mort. Les guerres de clans, elles, ne s'arrêtent jamais complètement. La Yamaguchi-gumi, la plus grande famille du Japon, se déchire en factions rivales. Des attentats, des assassinats, des règlements de compte éclatent un peu partout dans le pays. La presse japonaise parle alors d'une seconde guerre des Yakuza. Mais cette fois, l'opinion publique ne les voit plus comme des figures d'honneur. Ils ne sont plus des anti-héros. Ils sont devenus des criminels parmi les autres. Peu à peu, les tatouages disparaissent sous les chemises. Les doigts coupés, symbole de repentir, se font plus rares. Le silence s'installe. Le Japon veut tourner la page, mais les Yakuza, eux, n'ont jamais complètement disparu. Aujourd'hui, les Yakuza ne sont plus les seigneurs de l'ombre qu'ils étaient autrefois. Leur pouvoir a diminué, leurs effectifs se sont effondrés et leur image s'est ternie. Mais malgré tout, ils existent encore. Ils se sont transformés, adaptés à un monde où la violence visible n'a plus sa place. Fini les grands bureaux avec des enseignes sur la porte. Fini les cérémonies publiques et les tatouages fièrement exposés. Les nouveaux Yakuza avancent masqués, dans les affaires, l'immobilier, la finance, parfois même dans la technologie. Ils investissent dans les entreprises, utilisent des sociétés écrans et opèrent depuis les coulisses. Leur influence est devenue plus subtile, plus silencieuse. Ils contrôlent moins les rues, mais davantage les flux d'argent. Et dans un Japon obsédé par la réputation, cette invisibilité est devenue leur nouvelle arme. Pourtant, certains signes rappellent encore leur présence. Lors des festivals locaux, des hommes aux allures étranges, aux pores rigides, veillent à la sécurité sans jamais dire un mot. Dans certains quartiers d'Osaka ou de Kobe, les habitants savent encore qui est qui, sans jamais poser de questions. La culture populaire, elle, n'a jamais cessé de les immortaliser. Films, mangas, jeux vidéo, les Yakuza sont devenus des légendes modernes, des symboles d'un Japon ancien, révolu, mais toujours fascinant. Un mélange de violence, de loyauté et de tragédie. Aujourd'hui, être Yakuza, ce n'est plus une fierté, c'est un fardeau. Les jeunes Japonais ne rêvent plus de rejoindre un clan, ils rêvent d'une vie normale. Les anciens, eux, vieillissent seuls, exclus, sans avenir ni héritier. Et pourtant, derrière chaque histoire, chaque tatouage, chaque regard silencieux, il reste quelque chose d'indélébile, un code, celui de l'honneur, du respect et de la loyauté. Des valeurs qui, même dans un monde moderne, continuent de hanter les ruelles du Japon. Les Yakuza ne sont plus les maîtres du pays, mais leur ombre, elle, plane encore.